soir, l'Occident lance un appel à l'apaisement dans le nord de l'Irak. Il y a 2 jours, les affrontements entre Kurdes et forces irakiennes auraient fait 200 morts. Malgré un retour au calme apparent aujourd'hui, les Kurdes, une fois de plus, prennent le chemin de l'exode. Jean-Paul Giroir. Fuir les combats et marcher vers le nord. Selon des sources proches des organisations humanitaires, 20 000 Kurdes auraient de nouveau fait le choix de l'exode après les violents affrontements de mercredi et jeudi. Tout est calme désormais à Souleymaniye et Erbil où s'est déroulée la bataille, mais la tension et la crainte de nouveaux accrochages restent vives selon les équipes de Médecins sans frontières qui ont soigné sur place plusieurs dizaines de blessés graves. L'incertitude plane toujours sur le bilan, entre 80 et 200 morts selon les sources, et sur l'origine de ces heurts. Par la voix de son ministre de l'Information, l'Irak a accusé l'Iran d'avoir provoqué les affrontements pour torpiller l'accord que négocie en ce moment l'opposition kurde et le régime de Saddam Hussein. Pur mensonge, a répondu l'Iran cet après-midi. Pourtant, l'Irak continue de prétexter des infiltrations iraniennes pour justifier aussi le déploiement de troupes au sud du pays, là où se sont réfugiés les opposants chiites au régime. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont protesté contre cette reprise des activités militaires irakiennes. Toutefois, il n'est pas encore question d'un retour des troupes coalisées au Kurdistan. George Bush l'a affirmé cet après-midi au cours de sa visite en Turquie. Selon lui, Saddam Hussein a déjà pris une bonne leçon qui devrait le dissuader de provoquer un nouveau carnage. Il reste à faire partager cette conviction aux Kurdes qui ont repris la route. Visiblement, Bagdad continue de tricher sur la réalité de son armement. Hier, l'Irak avouait avoir construit et testé des supercanons. Dernier aveu qui ne trompe pas les experts de l'ONU. Bagdad n'est pas prêt de coopérer avec les forces alliées. Jean-François Gringoire. Parce que leurs services secrets avaient de forts soupçons, parce que des tubes d'acier suspects avaient été saisis, les Occidentaux savaient que Saddam Hussein voulait se doter d'un supercanon. Soupçons fondés puisque l'Irak a avoué. À Jabal Amrain, 150 km au nord de Bagdad, un canon de 150 mm, long de 52 mètres, a été testé. Au camp militaire d'Iskandaria, des techniciens irakiens travaillaient sur des canons d'1 mètre de diamètre. Des pièces d'artillerie non conventionnelles qui auraient pu tirer des charges nucléaires et chimiques sur des villes comme Jérusalem, Le Caire ou Téhéran. Mais on peut s'interroger maintenant sur le réalisme du projet Babylone. Pour y répondre, des experts de l'ONU se rendront prochainement en Irak afin d'examiner les canons. C'est sans doute ce que voulait Bagdad, car cet aveu, pensent les Irakiens, leur permet de gagner du temps, d'afficher une prétendue bonne volonté en matière de désarmement, tout en continuant par ailleurs à perturber au possible le travail de l'ONU. Mais les supercanons, aussi spectaculaires soient-ils, ne devraient pas détourner l'attention des experts sur ce qui les inquiète le plus, les projets d'arsenal nucléaire, chimique et biologique de l'Irak. La tournée de James Baker au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain s'entretient ce soir à Jeddah avec le roi Fahd d'Arabie Saoudite, fort du soutien de la Syrie et de l'Égypte. Étape la plus attendue demain soir, Jérusalem qui semble camper sur ses positions. Philippe Pister. Le dernier entretien de James Baker au Caire. Le secrétaire d'État américain a ensuite quitté la capitale égyptienne avec 2 nouveaux atouts dans son jeu. D'abord, le Liban accepte donc de participer aux négociations de paix sur le Proche-Orient avec Israël, pour peu que la question de l'évacuation de la zone occupée par les Israéliens dans le sud du pays soit inscrite à l'ordre du jour. Autre atout est de taille celui-là. Hier soir, le président égyptien proposait l'arrêt du boycottage arabe de l'État hébreu en échange du gel des implantations dans les territoires occupés. Déclaration alors de James Baker, les propositions d'Hosni Moubarak sont une preuve de la volonté de la partie arabe de se réconcilier avec Israël. Le propos est clair, désormais James Baker place la balle dans le camp israélien. D'autant que cette offre intervient après le oui du président syrien aux propositions américaines. Hafez el-Assad accepterait désormais de participer à la conférence de paix sans véritable préalable. Damas se contenterait également d'une participation en quelque sorte silencieuse de l'ONU à cette conférence. Les Israéliens, désormais sur la défensive, ne semblent pas prêts à réviser leur position. Non à toute participation de l'ONU. Non au principe les territoires contre la paix, droit de veto sur la représentation palestinienne. En France, la vigilance toujours dans le massif du Luberon. 1000 hectares de forêt ravagés en 36 heures. Les incendies sont pratiquement circonscrits, mais l'on craint une reprise du Mistral. Hervé Vino.
1000 pompiers mobilisés durant 36 heures pour combattre ce premier grand incendie de l'été ont maîtrisé les flammes aux premières heures de la matinée. Grâce à la mise en œuvre de plus de 200 engins, ils ont limité les dégâts, mais 1500 hectares de buis et de résineux ont été réduits en cendres dans un périmètre compris entre les communes de Grandbois, Beaumont-de-Pertuis et La Tour-d'Aigle, dans le sud du massif du Luberon. 200 personnes, parmi lesquelles des enfants séjournant dans des centres de vacances et des religieuses, ont dû être évacuées. Mais les pompiers ont réussi à préserver les habitations. Ce soir, ils passeront leur 3e nuit sur place en alerte maximale. Un feu de forêt, essentiellement un feu de forêt de cette importance, nécessite une surveillance très importante pendant une durée très longue. Et il est certain que nous avons beaucoup de petites reprises qui se sont déclarées depuis le début de la matinée, qu'il nous faut traiter très rapidement parce que la surface non brûlée est encore très importante. Le dispositif terrestre, en place depuis 3 jours, sera donc maintenu. La journée de dimanche sera essentiellement consacrée à des missions de surveillance et à des opérations de nettoyage des lisières. Échec des négociations entre syndicats et direction de la SNCF. Les agents de manœuvre de Calais et de Boulogne-sur-Mer décident de poursuivre leur grève. Un conflit qui dure depuis 16 jours. Christelle Massin. Des départs en week-end ou en vacances plutôt contrariés, ils ont beau attendre, ces passagers ne voient décidément rien venir. Depuis midi, la gare est bloquée et plus aucun train ne passe par Calais. Il y a un peu d'abus, hein. Alors qu'est-ce que je dois faire alors moi que j'ai pris mon billet, on me l'a pas dit. À Calais, des navettes en bus se sont organisées à destination de Boulogne, Saint-Omer et Dunkerque. C'est vers 11h30 que les cheminots ont occupé les voies. Par mesure de sécurité, la direction a dû fermer la gare au public. Ce matin, les agents de manœuvre de Calais, comme leurs collègues de Boulogne, ont voté à l'unanimité la poursuite de la grève. Hier soir, à Amiens, ils ont rencontré la direction. Si les deux parties tombent d'accord sur certaines revendications locales, par exemple des promotions, les négociations bloquent toujours et les cheminots continuent leur mouvement. Sur l'essentiel des revendications qu'ils nous ont posées maintenant depuis 17 jours, il n'y a pas l'avancée nécessaire pour une reprise normale du travail. Donc, ils ont voté la poursuite du mouvement. Quels sont les principaux problèmes où ça bloque avec la direction? Toujours sur la gratification exceptionnelle. Les cheminots réclament sur 4 mois 1200 francs. La SNCF n'en propose que 750. Et non pas pour l'ensemble des cheminots, mais uniquement pour quelques cheminots sélectionnés par rapport à la surcharge du travail. Au-delà de cette prime d'été, le problème se pose toujours sur le paiement des jours de grève. Selon les syndicats, la direction refuse de les négocier. Une direction qui maintient ses sanctions disciplinaires. On parle maintenant de 50 cheminots traduits devant le conseil de discipline. Si malgré quelques retards, le trafic est normal à Boulogne, à Calais, la gare est complètement bloquée. Au risque de voir leur conflit devenir impopulaire, les cheminots semblaient ce soir plus déterminés que jamais. 15 000 demandeurs d'asile devraient être concernés par la régularisation exceptionnelle annoncée hier par Jean-Louis Bianco, le ministre des Affaires sociales et de l'intégration. Les préfets viennent de recevoir des consignes pour instruire les dossiers. Réaction aujourd'hui à Orléans où une cinquantaine de demandeurs d'asile entament leur 23e jour de grève. Reportage Jean-Pierre Aubry. La délégation des 39 grévistes de la faim d'Orléans qui revendiquent le droit d'asile garde un goût plutôt amer de l'entrevue accordée ce matin par le préfet de région. Celui-ci n'a pu en effet que transmettre les consignes du gouvernement. Nous pensons qu'environ 15%, 20%, 25% des déboutés du droit d'asile peuvent entrer dans le cadre de la circulaire. Il y a une façon de présenter la circulaire comme une mesure humanitaire généreuse. C'est pour des cas exceptionnels qui sont une minorité, 10-12%, ça va les tirer d'affaire, tant mieux. Mais ce qui est grave, c'est tous les autres qu'on laisse dans une situation impossible. Ils ne peuvent pas retourner chez eux. Et ici, ils vont être sans papier. Sur les 36 Turcs et 3 Africains qui entament leur 23e jour de grève de la faim dans la cathédrale d'Orléans, seuls 5 pourront en fait sortir de l'impasse. La circulaire exige en effet 2 ans de résidence en France et des attaches familiales. Pour ceux qui attendent depuis 3 ans et plus que l'administration s'intéresse à eux, une solution reste possible. Il n'y aura pas de mesures collectives, il n'est pas question d'utiliser des moyens collectifs. Et le droit est un droit individuel, la situation de chacun doit être examinée. En attendant de frapper 7 fois à la porte du président de la République, les grévistes sont allés en procession déposer un cercueil symbolique devant la mairie de Jean-Pierre Sueur, par ailleurs collaborateur du ministre de l'Intérieur.
Nouvelle baisse de la cote de popularité de François Mitterrand. 33% des Français se disent satisfaits de l'action du président. Une baisse de 7 points ce mois par rapport au mois dernier. Même phénomène pour Édith Cresson, une chute de 7 points avec seulement 18% de personnes satisfaites. C'est l'indice de satisfaction le plus faible pour un chef de gouvernement depuis 1981. Un sondage qui paraîtra demain dans le journal du dimanche. Les grands dossiers de l'actualité, immigration et crise dans les banlieues, au centre des débats de la 4e université d'été de SOS Racisme. Le mouvement d'Harlem Désir reste critique, vous allez le voir, à l'égard de la politique du gouvernement. Reportage Véronique Gorel, Marie-Hélène Roqueton. Cantine pour tout le monde. L'université d'été a son rythme et Jean-Louis Bianco, le ministre de l'Intégration, s'y est plié. Un hors-d'œuvre avant de passer au vrai plat de résistance. Les militants de SOS Racisme sont inquiets, au centre de leurs travaux. Pendant 3 jours, la crise des banlieues. En filigrane, les discours politiques qu'elle génère, notamment en matière d'immigration. Une dérive jugée par eux inacceptable. Nous ne voulons pas que les prochaines échéances électorales se fassent sur le dos des immigrés. Nous ne pouvons pas accepter que les immigrés, même clandestins, même en situation irrégulière, soient désignés comme les boucs émissaires des maux de la société française. Interpellation à la tribune, interpellation dans la salle. Au jeu des questions-réponses, Jean-Louis Bianco refuse la démagogie. Non, l'État n'a pas la solution à tous les problèmes. Il attend de ceux qui militent sur le terrain des propositions. Et quand on lui demande ce qui différencie encore un gouvernement de gauche d'un gouvernement de droite en matière d'immigration, la réponse est sans détour. Il n'est pas question de remettre en cause le droit d'asile tel qu'il est défini par la Convention de Genève. Le droit d'asile est et doit être respecté. Il n'est pas question de revenir sur la loi Joxe pour laquelle vous vous êtes notamment battu. Il n'est pas question de revenir sur les droits des étrangers en situation régulière, qu'il s'agisse du regroupement familial ou des prestations sociales. Il n'est pas question de renforcer, en tout cas, les contrôles d'identité. Il n'est pas question d'abandonner ces principes. Des propos écoutés, sinon entendus par les militants de SOS Racisme, qui depuis la guerre du Golfe ne ménagent plus leurs critiques vis-à-vis du pouvoir. Sport, l'Espagnol Miguel Indurain conserve le maillot jaune à l'issue de la 14e étape du Tour de France. Une étape entre Saint-Gaudens et Castres, sans grande difficulté. Elle est remportée par un inconnu, l'Italien Bruno Cinghialta. J'espère que vous alliez voir les images, nous ne les avons pas malheureusement. Voici enfin les images, donc cet inconnu, l'Italien Bruno Cinghialta qui s'impose avec 1 minute 35 d'avance sur le peloton aujourd'hui. Départ cet après-midi à Cherbourg de la course en solitaire du Figaro. 46 concurrents ont quitté le Cotentin en direction de l'Irlande. Une étape longue de près de 400 000. L'épreuve apparaît très ouverte. Pour tous les skippers, égalité de chance, ils ont des bateaux identiques. C'est reparti pour la première division. Dans moins d'1 heure, coup d'envoi du championnat de France de football. Après le long feuilleton juridico-financier, le sport reprend enfin ses droits. Durant l'intersaison, peu de transferts, excepté dans les grands clubs, ceux qui ont encore les moyens. Didier Chaumont. L'assainissement du football français a conduit cette année les clubs à une limitation des transferts en première et deuxième division. Un déficit global du foot professionnel estimé à 1,3 milliard de francs lourds. Conséquence, une interdiction de recrutement pour certains clubs comme Toulon, Toulouse et Nancy. Des transferts revus à la baisse donc pour Marseille, l'équipe à battre de ce championnat. Arrivée du nouvel entraîneur Tomislav Ivic. Quelques retouches au sein de l'équipe, notamment au milieu de terrain. Arrivée de Deschamps, Durand et Biles, et puis également Angloma du Paris Saint-Germain et Zverev. Enfin, Franck Sauzet fait lui son retour sur la Canebière, alors que Jean-Pierre Papin attend toujours l'arrivée d'un grand attaquant étranger. Le Paris Saint-Germain fait peau neuve, une équipe dont on attend beaucoup et qui sera dirigée par Arthur Georges. Le PSG New Look affiche ses ambitions avec 2 grandes valeurs. Le Brésilien Ricardo, acheté près de 30 millions de francs, avec à ses côtés Geraldao, son compatriote. Un effectif qui compte également un renfort d'anciens Marseillais, Germain, Pardo et Fournier. Nîmes, le promu, fait partie des formations qui ont le plus engagé avec l'arrivée d'Eric Cantona. Après une longue période sur le banc de touche marseillais,
Il apportera son expérience, à ses côtés Philippe Vercruijs et puis aussi Catalano, Ayash, Bernardet et le tchécoslovaque Titel de Bratislava. Nîmes compte aussi sur l'apport des jeunes du centre de formation. Monaco et Lyon, satisfaits de leurs effectifs, jouent la carte de la continuité. Ils n'ont engagé que 2 nouveaux. Et puis en période de crise, n'oublions pas les joueurs qui restent sans club. Une année record, 130 chômeurs privés de ballon, soit 30% de plus qu'en 1990. Le raid européen Pau, Paris, Moscou, rendez-vous hebdomadaire avec 200 jeunes amoureux de l'aventure. Ils font étape dans plusieurs capitales de l'Europe de l'Est. Rendez-vous aujourd'hui avec l'Allemagne unifiée, la grande rencontre Est-Ouest, à travers le reportage de Laurence Bobier et Louis Aubert. Ce matin, le départ est un peu particulier. Les participants quittent l'Allemagne de l'Ouest et ils vont maintenant découvrir l'Est. La première étape les conduit dans un petit village, Neuesburger, situé à quelques kilomètres de Berlin. Sinon, bon, je sais pas, c'est un peu oppressant comme pays. Enfin, on avait déjà cette impression en Allemagne de l'Ouest. C'est un peu triste, mais c'est un pays magnifique ici, hein, l'Allemagne de l'Est. Les paysages sont super. Ceux qui pratiquent la langue rencontrent quelques habitants avides d'échanges avec les jeunes Français. Ces femmes ont déjà beaucoup voyagé dans les pays de l'Est. Elles connaissent bien toutes les villes que les concurrents vont traverser. Au jardin d'enfants, l'équivalent de nos écoles maternelles, la langue n'est pas un obstacle. Les organisateurs du raid ont apporté des cadeaux pour offrir aux bambins. La journée se poursuit à Berlin, devant le mur, côté Est, aux endroits même où il a été pris d'assaut par des artistes allemands. La plupart des jeunes Français découvrent pour la première fois l'enceinte. Première impression, c'est surprenant. Surtout, on est tombé en fait, pratiquement par hasard sur le mur, sur ce défilé de peintures qui sont magnifiques. Et forcément, on s'est arrêté, on a pris des photos et on est resté un petit moment quand même. C'est très impressionnant et très émouvant. Jürgen habite Berlin-Est. Étudiant en physique, il va à la rentrée changer d'école et s'inscrire à l'Ouest. Le mur est racé et nous avons la liberté pour faire des voyages. Mais je dois voir maintenant la situation et maintenant encore très difficile. Ils attendaient beaucoup de ce nouveau système qui est en fait donc un système capitaliste et en fait ce système leur apporte beaucoup de désillusions, ne serait-ce que par exemple par le chômage qui est très important et qui va être très important. Après l'émotion et l'enthousiasme, l'Allemagne de l'Est apprend maintenant à vivre avec la liberté. Poursuite du voyage à l'Est, voyage d'exploration à Prague, une ville que Mozart affectionnait particulièrement. C'est là qu'il crée Don Juan en 1787. Reportage de Claude Gleeman et Philippe Jasselin sur les traces du plus génial des compositeurs. Mozart se rend à Prague au début de 1787, à la suite de l'immense succès des Noces de Figaro. Il y revient à l'automne, créer Don Juan qui lui a été commandé pour une somme de 100 ducats. Il séjourne souvent à la villa Bertramka de ses amis Douchek et compose même un air célèbre pour Josefina Douchek qui était chanteuse professionnelle. Sa chère Constance est du voyage et c'est dans cette pièce qu'il écrit plusieurs pages de son opéra. Certains jours, Amadeus fréquente la bibliothèque Clémentinum des Jésuites. Il y consulte des livres et des partitions, comme le Don Juan de Gazzaniga qui fait fureur, mais sera éclipsé par le sien. À d'autres moments, Mozart préfère chercher l'inspiration en improvisant sur les nouvelles orgues de l'église Strauss.
Après des répétitions mouvementées, Mozart prend la baguette le 29 octobre 1787 au théâtre Thiel, actuellement en fin de rénovation. Ce sera l'un des lieux privilégiés de la Fondation Mozart, académie de musique, mais également des lumières destinées à l'honnête homme d'aujourd'hui. Avant de refermer ce journal, quelques chiffres avec les rapports du tiercé, quarté plus, quinté plus, qui se couraient aujourd'hui à Évry. Regardez, il fallait jouer le 8, le 5 et le 6. Rapport pour 6 francs dans l'ordre exact d'arrivée, 13 896 francs 60. Dans un ordre différent, 2434 francs 20. Pour le quarté plus, vous ajoutez le 12. Rapport pour 8 francs dans l'ordre d'arrivée, 148 971 francs 20. Je vous laisse découvrir le chiffre dans un ordre différent. Enfin, pour le quinté plus, regardez les chiffres, 8, 5, 6, 12 et 16, 2 038 113 francs. C'est une très belle somme. Et dans un ordre différent, 11 052 francs. D'autres chiffres avec les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé, quarté plus, quinté plus qui se court demain à Maison Lafitte. Regardez, il y a 18 partants. Il vous conseille de jouer le 12, c'est son joker, le 3, le 9, le 6, le 10, l'As, le 18 et le 2. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, les prévisions météorologiques complètes de Michel Touré. Je vous retrouve à 21h50 pour Soir 3 et je vous souhaite bien sûr de passer une très belle fin de soirée sur la 3. Au revoir.